philosophie, ça sert à rien. Et c'est ça qui est bien. Peter Sloterdijk. Non, en fait, c'était moi. C'était moi. Je me suis déguisé en chien. Mais pourquoi donc? Eh bien parce que le mot cynisme vient étymologiquement du grec kuon, qui signifie tout simplement chien. Pourquoi le mot cynisme vient-il du mot chien? Eh bien parce que la pensée et l'attitude cynique ont été fondées par le philosophe Antisthène et ont surtout été rendues célèbres par le mode de vie de son disciple Diogène de Sinope. En effet, Diogène revendiquait de vivre comme un chien. Et cela n'a rien de misérable ou de péjoratif, il vivait simplement comme un chien au sens où il vivait avec la spontanéité, le naturel et la simplicité d'un chien. Pour mieux comprendre, je tiens vraiment à vous présenter mon frère et mon grand copain Oscar. Oscar, c'était mon chien quand j'étais petit, c'était un gros labrador de presque 50 kilos qui avait un sacré caractère et un goût très prononcé pour la liberté. Bien évidemment, Oscar n'était pas une bête sauvage, c'était un animal domestiqué. À sa manière, il était donc civilisé puisqu'il vivait en compagnie des êtres humains. Mais il s'embarrassait très peu des codes et de la morale. Notamment quand il fuguait pendant 3 jours pour aller se taper toutes les femelles du quartier. Globalement, son comportement faisait plutôt rire tout le monde, sauf quelques grincheux qui avaient du mal avec l'expression de cette liberté illimitée qui les renvoyait sans doute à leur propre aliénation. En somme, Oscar vivait comme un chien. Et c'est normal puisque c'est un chien, en fait. C'est-à-dire qu'il vivait comme Diogène. Dans cette œuvre du peintre John William Waterhouse, on voit Diogène dans son tonneau. On remarque qu'il vit très simplement, sans chercher ni la richesse, ni le pouvoir, ni les honneurs. En revanche, on constate quand même qu'il attire manifestement la sympathie de quelques jeunes femmes qui sont peut-être des prostituées, car on sait que Diogène était très copain avec les prostituées. Ce qui est particulièrement connu chez Diogène, c'est l'ensemble des anecdotes sur sa vie. Par exemple, celle-ci qui est très connue. Ayant entendu parler de Diogène, le célèbre conquérant Alexandre le Grand décide de lui rendre visite. Et quand il lui demande s'il peut, du haut de son pouvoir, lui rendre un quelconque service, Diogène lui répond la formule bien connue « Ôte-toi de mon soleil ». Autrement dit, Diogène se moque des petits avantages que lui apporterait l'argent, le pouvoir ou une petite carrière. Puissance et gloire. Ce qui compte avant tout pour lui, c'est de pouvoir profiter du soleil et de la vie. À partir de ce que nous venons de dire, et de cette anecdote en particulier, nous pouvons résumer l'esprit cynique rapidement de la manière suivante. Un cynique, au sens antique du terme, est une personne qui va se moquer du conformisme et des conventions du monde dans lequel il vit, dans le but d'incarner une vie vraie, sincère et aussi authentique que possible. Et pour ce faire, il accepte d'assumer pour lui-même un certain degré de risque, d'inconfort social, voire de marginalisation. Et cette forme antique et originelle du cynisme, à la Diogène, Peter Sloterdijk va décider de la rebaptiser cunisme, afin de la distinguer de l'évolution du mot cynisme dans une acception bien plus contemporaine. En effet, quand nous parlons aujourd'hui de cynisme, nous ne pensons pas vraiment immédiatement à une sorte de clochard philosophe grec qui vivrait comme un chien. Bien au contraire, nous avons plutôt tendance à penser à des hommes de pouvoir, qui vont utiliser des stratégies un peu tordues et mensongères, dans le but, par exemple, de conquérir le pouvoir ou de le conserver. En les yeux, je la conteste. Pour aller vite, nous pouvons dire que le cynisme, au sens contemporain, est même l'exacte antithèse du cunisme antique au sens de Diogène. En effet, le cynique contemporain est quelqu'un qui va essentiellement épouser toutes les valeurs de la société, y compris d'ailleurs les pires et les plus immorales. Il n'hésitera pas à mentir et à utiliser ses connaissances pour embobiner les autres, le tout dans le but de protéger son propre confort, éventuellement en mettant les autres en danger ou en situation de précarité. J'ai mentionné à l'instant la notion de connaissance, et c'est en effet un aspect décisif du cynisme moderne sur lequel insiste à juste titre Peter Sloterdijk. En effet, si vous voulez être cynique et que vous voulez manipuler les autres à votre avantage, il est toujours utile d'avoir des connaissances que les autres n'ont pas, ce qui vous permet de leur mentir sans qu'ils s'en rendent compte.
Pour nous, les Français qui sommes de grands révolutionnaires permanents, l'archétype du cynisme, c'est par exemple l'alliance du clergé et de l'aristocratie avant la Révolution française en 1789, qui manipule un peuple relativement ignorant dans le but de jouir de privilèges, de l'oisiveté et du pouvoir. Si j'évoque ici le XVIIIe siècle et la Révolution française, ça n'est pas sans raison. C'est en effet à cette époque que va naître une contestation même du problème qu'est le cynisme. En 1781, soit exactement 200 ans avant la publication du livre anniversaire de Peter Sloterdijk dont nous parlons aujourd'hui, le philosophe Kant publie sa célèbre Critique de la raison pure. Ce livre est un des ouvrages fondateurs de ce que l'on appelle en Allemagne l'Aufklärung, c'est-à-dire l'éclaircissement, et qui correspond globalement à ce que l'on appelle en France l'esprit des Lumières. La conviction profonde des philosophes des Lumières, c'est qu'il est possible de vaincre le cynisme, c'est-à-dire notamment la manipulation des plus faibles par les plus forts, en diffusant autant que possible le savoir et le goût du savoir. Autrement dit, si tout le monde a un haut degré de connaissance et d'information et ose se servir de son entendement, les cyniques ne pourront plus sévir. Et c'est ainsi que le cynisme disparut entièrement de la surface de la Terre grâce à Kant en 1781. Ouais! Nous sommes ici au milieu de cette vidéo et nous comprenons qu'il y a eu comme un léger raté dans la lutte contre le cynisme. Et c'est là justement tout le propos et tout l'intérêt du livre de Peter Sloterdijk, La critique de la raison cynique, publié en France chez Christian Bourgois et dont les ouvrages suivants ont été édités en France par ma copine Maren Sell, que je salue ici, salut Maren, et qui était également mon éditrice il y a encore quelques années. Sloterdijk commence son ouvrage par un constat d'échec paradoxal de l'Aufklärung et de l'esprit des Lumières. Cet échec est en effet paradoxal parce qu'il ressemble à un triomphe. Tout le monde ou presque aujourd'hui se revendique de l'esprit des Lumières. Tout le monde ou presque considère que le savoir, l'éducation, la connaissance sont de bonnes choses qui permettent à une société de vivre mieux et notamment d'éviter de se faire avoir par des cyniques. Ajoutons que tout le monde, ou presque, adhère désormais aux valeurs qui sont proches de cette époque de l'esprit des Lumières. La liberté, l'égalité, la fraternité, la devise de la France, mais d'une manière plus générale, la démocratie, la République, les droits de l'homme. Et pourtant, le cynisme demeure. Dans son ouvrage, Sloterdijk nous l'explique en détail et je vous recommande d'aller lire son livre. Mais je vais ici tenter de dire l'essentiel en 3 points rapidement. Premièrement, Peter Sloterdijk nous parle d'un cynisme diffus et universel. En effet, les propositions de l'Aufklärung, mises en application, ont eu des conséquences tout à fait inattendues et exactement inverses aux résultats escomptés. Je vous rappelle que le but de l'Aufklärung, des Lumières, était de diffuser le savoir et la capacité de réflexion à tout le monde, ceci dans le but de combattre le cynisme qui se fonde toujours sur un différentiel de connaissances dont disposent ceux qui savent par rapport à ceux qui sont ignorants. Mais de manière tout à fait tragique et inattendue, cette diffusion du savoir n'a pas eu pour conséquence l'abolition du cynisme, mais au contraire, sa diffusion de manière démocratique et universelle. Autrement dit, le cynisme n'est plus l'apanage de quelques individus isolés et rares, comme un aristocrate, un roi par exemple, mais il devient une pratique universelle et diffuse, par exemple chez votre électricien. Oh là 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 là. Ouais, oh là ma petite dame, vous savez, c'est pas juste un néon à changer, hein. Faut tout changer, là, c'est plus aux normes, hein. C'est avec les normes européennes, là, de Bruxelles et tout ça. Faut tout refaire, il y en a pour 6 000 € normalement. Si vous voulez, je vous fais un prix d'amis à 5 000, mais je peux pas descendre en dessous, hein. Vous le reconnaissez? Ouais, moi aussi. Deuxièmement, Sloterdijk constate ce qu'il nomme l'intégration cynique des Lumières. Il désigne par cette appellation une véritable tragédie qui est arrivée à l'esprit des Lumières. En effet, alors même que l'intention des Lumières était de combattre le cynisme, nous voyons aujourd'hui les plus grands cyniques utiliser eux-mêmes les mots des Lumières et de l'Aufklärung à des fins de manipulation cynique. Pour preuve, nous pouvons constater que la plupart des guerres qui ont été menées ces dernières décennies, et dont certaines sont pour le moins discutables, n'ont pas été menées au nom d'idéologies fascistes ou communistes, ni au nom d'un dieu obscur ou ésotérique, mais systématiquement au nom de la liberté, des droits de l'homme ou de la démocratie. Autrement dit, lorsque nous voulons naïvement nous opposer au cynisme avec les armes des Lumières auxquelles nous sommes habitués, nous sommes bien embêtés parce que nous constatons que les cyniques que nous voulons combattre utilisent désormais le même vocabulaire que nous.
from the strength of democratic alliances and from the advance of free societies. Comme le dit Sloterdijk dans les toutes premières pages de son livre, la critique traditionnelle de l'idéologie ne voit plus où engager le levier de l'Aufklärung. Troisième et dernière tragédie dans l'histoire de la pensée des Lumières et de sa lutte contre le cynisme éclairé. La formule de cynisme éclairé est évidemment un oxymore volontaire de la part de Sloterdijk qui désigne ici l'apparition d'une conscience à la fois éclairée, cynique et malheureuse. En effet, nous avons tous été conquis par l'esprit des Lumières. Nous sommes donc tous plus ou moins éclairés et nous avons une conscience plus aiguë de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Pour autant, nous sommes également pris au piège de ce que Sloterdijk appelle le monde tel qu'il va. C'est-à-dire un monde de cynisme universel dont nous avons déjà parlé, qui en quelque sorte nous pousse à être au moins un peu cyniques si nous souhaitons y survivre. Même si nous avons en même temps intégré le fait qu'être cynique, c'est mal. Bonjour, je m'appelle Michel, je travaille à la Sofrabule depuis 1997 et je vends des pieds de biche de ce type qui servent essentiellement à défoncer la tête des bébés phoques, comme ça. Mais je vous rassure, j'ai parfaitement conscience du fait que ce que je fais est dégueulasse. Autrement dit, les Lumières, à leur corps défendant, ont fait passer en 2 ou 3 siècles une bonne partie de la population du statut d'imbécile heureux, qui a tendance à faire n'importe quoi mais sans en avoir conscience, au statut d'individu éclairé et malheureux, qui est souvent obligé de faire n'importe quoi, mais tout en ayant conscience et en se sentant du coup coupable et malheureux. Et là, vous venez sans doute de comprendre pourquoi j'aime bien faire le clown dans mes vidéos. C'est pour compenser le fait que mon propos, c'est-à-dire la recherche philosophique d'une forme de vérité, est souvent un exercice parfaitement tragique et déprimant. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser comme ça. La proposition de Sloterdijk pour réactiver la lutte contre le cynisme initiée par les Lumières et l'Aufklärung consiste paradoxalement à faire l'éloge du cynisme, mais sous sa forme originelle du cunisme, tel que le pratiquait par exemple Diogène. Et il s'agit donc ici de réaffirmer une distinction qui me semble extrêmement d'actualité aujourd'hui, à savoir la distinction entre incarnation et incantation. Comme nous le disions au début de cette vidéo, le propre du cunisme antique de Diogène, c'est de tenter d'incarner un tant soit peu dans sa vie réelle les valeurs auxquelles on croit. Et cela suppose toujours d'assumer personnellement une part de risque, d'inconfort ou une certaine marginalité. Et faire l'expérience réelle dans sa vie quotidienne de ce en quoi on croit nous permet d'échapper à cette malédiction qu'est la conscience cynique malheureuse. Ici, Sloterdijk évoque l'attitude de Diogène, mais il parle également du mouvement Dada, qui m'est personnellement très cher et dont je vous parlerai peut-être d'ailleurs un jour. Je pense pour ma part également à ce que l'on appelle le dandisme, et qui est un effort acharné pour incarner dans ses vêtements, mais surtout dans l'ensemble de sa vie, un idéal humain auquel on croit. Nous vivons dans une époque où il est extrêmement facile de pratiquer les incantations, de se revendiquer de telle ou telle valeur ou telle belle idée. Il est autrement plus difficile de tenter d'incarner, même maladroitement, même un tout petit peu, des manières d'être et de faire qui constituent un exemple de vie cohérente et qui ne seraient pas cyniques. Autrement dit, pour combattre le cynisme, il ne suffit pas de le dénoncer. Nous avons besoin d'individus qui se mettent au travail et qui acceptent de se mettre au moins un peu en danger, comme le faisait Diogène, pour incarner l'exemple et la preuve qu'une vie non cynique est à la fois belle, souhaitable et possible. Une vie plutôt qu'unique que cynique. Une vie incarnée plutôt qu'une vie d'incantation. La philosophie, ça sert à rien. Et c'est ça qui est bien.